Dans le monde de la prise de masse musculaire, dans l'hypertrophie, il y a des paramétrages de séance qu'on retrouve très souvent et détaillés en long, en large et en travers, comme le nombre de répétitions. Mais il y a aussi des variables d'entraînement qui sont sous-considérées. Aujourd'hui, je suis avec Yohan Albignac. Yohan, c'est le co-auteur du best-seller chez Amphora, le manuel ultime de musculation. Il veut nous partager justement des variables qui sont sous-cotées. Oui, tout à fait. Alors sous-cotées, peut-être, mais c'est des variables en tout cas dont on parle, que tout le monde utilise et finalement on nage un petit peu dans le flou. Ouais. Et pour ça, je parle du volume, de l'intensité et de la fréquence. Alors étonnamment, dans le livre, on n'en parle pas. Peut-être dans une seconde édition, pourquoi pas, en espérant peut-être faire un chapitre là-dessus. Mais en fait, volume, intensité, fréquence, c'est des paramètres de l'entraînement que tout le monde utilise au quotidien, que ce soit dans l'hypertrophie, dans la force, dans le développement de la puissance, peu importe. Et finalement, c'est des variables qui sont assez difficiles, entre guillemets, à manipuler quand on n'est pas entraîneur. Alors du coup, je vais vous parler. Dans un premier temps, j'aimerais bien déjà donner des définitions ou essayer de définir, parce qu'on verra que c'est pas si simple à définir ces variables, pour vous donner déjà peut-être un point de vue différent. Quand on parle de volume d'entraînement, on parle de quoi? En fait, on parle de quantité, c'est-à-dire quelle quantité de travail je vais faire à mon athlète. Et cette quantité-là, on peut la calculer de plein de manières différentes. On peut calculer le travail, on peut calculer le tonnage, on peut calculer le nombre de séries. Quand on parle du nombre de séries en hypertrophie, c'est ce qui semble être plus ou moins déjà la variable de prise en compte principale, puisque le tonnage n'a pas vraiment de sens en termes d'hypertrophie. Le nombre de séries est plus pertinent. Mais la question qu'on pourrait se poser, c'est comment est-ce que je calcule ce nombre de séries? Est-ce que je calcule un nombre direct? Par exemple, je fais du développé couché, c'est une série pour les pecs, ou est-ce que je compte aussi les muscles indirects? Typiquement, le deltoïde antérieur et les triceps en plus. Est-ce que je compte une série? Bon, la recherche répond pas trop à cette question, mais la seule chose qu'elle nous donne comme indice, c'est de toujours compter de la même manière. Ce qui peut sembler logique, mais pas pour tout le monde finalement. C'est vrai. Ensuite, sur l'intensité, c'est pas facile à définir, puisqu'on pourrait le définir de deux manières différentes. La première, ce serait de définir en termes de pourcentage de RM, donc quel pourcentage de RM j'utilise, mais on pourrait aussi le définir en quelle proximité à l'échec j'ai. Et donc du coup, c'est deux définitions différentes, et même dans la proximité à l'échec musculaire, on pourrait donner deux définitions différentes. Par exemple, la proximité à l'échec perçu, type je suis RPE 10, mais je repose ma barre. C'est quoi RPE? Alors RPE, c'est Rate of Perceived Exertion, pour un super accent anglais, mais grosso modo, on pourrait le comparer au nombre de répétitions en réserve que vous avez. RPE 9, j'ai une répétition en réserve, RPE 8, j'ai deux répétitions en réserve, etc. C'est un petit peu différent pour les modèles cardiovasculaires, mais clairement ici, on va parler de musculation. On s'en fout de l'aérobie. Donc du coup, je disais effectivement, il y a l'échec perçu, c'est-à-dire je suis RPE 10, je repose mon poids, et il y a l'échec musculaire momentané, c'est-à-dire je vais chercher la dernière rep qui va me tomber dessus. Et là, effectivement, en recherche et même sur le terrain, on a plein de problèmes qui se posent, parce que quand je pense être RPE 10, je le suis réellement. Et ça, en recherche et sur le terrain, c'est toujours un peu compliqué de le savoir du moment que le plateau ne nous est pas tombé dessus, par exemple à la presse à cuisse. C'est-à-dire qu'on a peut-être une tendance à sous-évaluer sa proximité à l'échec. Et ensuite, on a la fréquence d'entraînement, qui est une variable hyper importante aussi. Et là, on pourrait donner deux définitions assez distinctes. La fréquence en termes de combien de fois je m'entraîne par semaine, mais également la fréquence en termes de combien de fois j'entraîne un muscle par semaine. Et donc ça, c'est complètement différent. En fait, il faut comprendre que toutes ces variables, elles s'articulent entre elles, puisque vous pouvez pas avoir, c'est un peu comme une table de mixage, vous pouvez pas avoir tout poussé à fond, le volume, la fréquence et l'intensité, parce que clairement, vous allez aller rapidement dans le mur. À l'échec, pour le coup? Ouais, à l'échec, et pour le coup, c'est pas intéressant. Mais ce qui peut être intéressant, c'est de manipuler ces variables au cours du temps. Pour l'hypertrophie, on le sait, et on commence à être relativement sûr qu'il y a une relation, ce qu'on appelle dose-réponse entre l'hypertrophie et le volume. Ça, c'était le cas des dernières méta-analyses, c'est-à-dire que le nombre de volumes, le nombre de séries que je suis capable de faire va, entre guillemets, dicter l'hypertrophie que je vais avoir. Ce qui est intéressant de noter, c'est que d'ailleurs, dans les dernières publications, on a des volumes qui sont relativement élevés. Tu en as parlé dans une de tes dernières vidéos, 52 séries de cuisses, c'est énorme. Qui fait 52 séries de cuisses, quoi? Ah, en fait, la question, c'est pas de savoir si la recherche, elle répond à cette question, c'est simplement de se dire que dans cette publication-là, les chercheurs avaient fait une spécialisation sur les quadriceps. Et en fait, ce que nous amène la recherche, c'est à chaque fois des pièces de puzzle qui finalement sont un petit peu à assembler pour avoir une réponse un peu globale sur le terrain. Et ce que nous apporte la recherche, c'est de se dire que peut-être, chez certains individus, des phases de haute spécialisation avec un haut volume peut débloquer en fait une hypertrophie qui est stagnante. C'est-à-dire que je suis mauvais sur les mollets, avec 4 séries, je vais peut-être pas aller très loin. Donc peut-être que ça vaut le coup de les spécialiser de manière intensive pendant une durée donnée. Mais du coup, diminuer le curseur ailleurs, sinon t'exploses.
Tout à fait, et je reviendrai là-dessus, mais tout le monde le sait, c'est plus facile d'entretenir une qualité physique que de la développer. Donc du coup, finalement, et j'en viens au travail, alors son nom c'est Dr Pack sur Instagram, qui lui a fait sa thèse de doctorat sur le volume minimal effectif, et ça c'est extrêmement intéressant, notamment pour les sports, c'est-à-dire quel est le meilleur retour sur investissement que je vais avoir. Et ça, c'est hyper important. Et on se rend compte que ce soit pour la force ou pour l'hypertrophie, en fait, ce volume minimum effectif, même chez l'athlète entraîné, il est plutôt bas en fait. Il est moins haut qu'on imagine, Tout à fait. Et du coup, ça nous amène à penser que le volume, on pourrait le penser différemment et plutôt en vase communicante. C'est-à-dire que j'ai un problème à un endroit, quand je suis assez avancé, très souvent, on a des points forts qui sont très forts et des points faibles qui sont restés faibles. Peut-être que des phases d'ultra spécialisation pourraient être intéressantes et c'est la manière de manipuler le volume. Pour l'échec musculaire, c'est un petit peu différent. Ici, on a une dernière méta-analyse en date qui est encore en préprint, qui n'a pas été encore publiée par Jacques et Josh de Data Driven Strength, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez les suivre, qui a démontré qu'en fait, plus on s'approchait de l'échec musculaire, plus on avait des gains en hypertrophie. Le gros problème de ça et de cette publication, alors certes, elle est intéressante, on pourrait se dire, bah super, je vais tout le temps à l'échec. Et là, il y a un chercheur australien qui est en train de faire sa thèse aussi sur l'échec musculaire et le RIR, donc le RPE, et qui se rend compte qu'il n'y aurait peut-être pas tant de différence que ça en termes d'hypertrophie, c'est-à-dire qu'entre 0 et 1 RIR, la différence n'est pas énorme, mais par contre, la différence en termes de fatigue, elle est énorme. Donc finalement, pour avoir le meilleur retour sur investissement, peut-être que laisser une ou deux reps de réserve peut être intéressant pour l'hypertrophie. En tout cas, c'est ce qui semble être le plus proche de la littérature. Ça, c'est important de le comprendre puisqu'on vient de parler du volume, on vient de parler de l'intensité, mais les deux fonctionnent en vase communicante. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des séries RPE8, mais dans ce cas-là, il va falloir augmenter le volume d'entraînement. Et à l'inverse, si vous êtes pressé par le temps, peut-être que quelques séries très proches ou à l'échec musculaire, en fait, peuvent être suffisantes pour stimuler l'hypertrophie. Donc en fait, la question, c'est de savoir qu'est-ce que vous avez besoin finalement. Et quand on parle de fréquence d'entraînement, la fréquence d'entraînement... Troisième paramètre et dernier. Ouais, troisième paramètre et dernier. On a James Krieger, donc du coup qui écrit aussi pour la revue Mass, dont on parlait tout à l'heure avec Olivier, qui a fait une méta-régression d'une des méta-analyses de Schoenfeld et qui a démontré en fait qu'il y aurait peut-être un effet plafond par séance. Vous vous doutez bien que 52 séries en une seule séance de cuisse, ça semble complètement irréaliste. Donc en fait, au bout d'un moment, on pourrait supposer qu'au-delà, et donc lui dans sa méta-régression, il mettait en avant que 10 séries par groupe musculaire par entraînement semblait être un effet un peu plafond. Et je pense que tout le monde l'a remarqué dans la pratique, au-delà de 8-10 séries, si vraiment elles ont été assez dures, bah en fait, il se passe plus grand-chose. Pour le commun des mecs qui s'entraînent en muscu, si tu leur dis 8-10, ils vont dire c'est pas assez. Tout à fait. Mais bah si on les pousse correctement, c'est pas 8-10 en regardant son profil Tinder. Hein. Ouais, tout à fait. Et là, tu soulèves un point super intéressant. Le profil Tinder ? Non, pas le profil Tinder. Le volume des athlètes communs. Moi, souvent, quand j'ai un nouveau coaching, je me rends compte que le calibrage de l'intensité dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la proximité à l'échec, elle est très très loin de ce qu'en fait il est capable de faire. Et ça, on le retrouve dans la littérature plein de fois, notamment sur le développé couché, où on peut encourager des gens et on se rend compte qu'ils gagnent parfois le double de leur 10 CRM lorsqu'on les encourage. Ça, dans la pratique, et toi, tu as entraîné des sportifs de haut niveau, avec des encouragements, on gagne peut-être 1, 2, 3 reps, mais pas de double. J'ai jamais vu ça. On est bien d'accord. Et en fait, on se rend compte que très souvent, en recalibrant l'intensité, on coupe le volume de moitié, puisque en fait, la plupart ont besoin d'un volume excessif pour avoir ne serait-ce qu'une stimulation, tellement l'intensité n'est pas au rendez-vous. Ouais. Donc en fait, le conseil que je pourrais vous donner, c'est calibrer votre intensité et calibrer-la sérieusement, c'est-à-dire à quelle proximité à l'échec je suis. Et une fois que vous avez calibré cette intensité-là, quelle quantité, c'est-à-dire une fois que vous avez calibré la qualité, quelle quantité je suis capable d'en emmagasiner. Et ensuite, la fréquence va venir répartir cette quantité-là sur la semaine, simplement. Merci beaucoup, Johan. J'ai à l'esprit que cette vidéo vous a peut-être pas donné plein de normes à la virgule près, mais ça, le but, c'était justement vous faire comprendre que c'est difficile déjà de donner des normes. On le fait, mais c'est difficile. Et là, on a voulu vous montrer en fait les trois piliers, finalement, volume, intensité et fréquence, sur lesquels il faut jouer. Et en fait, il faut voir notre échange comme « Ah, ça me donne des billes pour réfléchir à mon organisation de séance quand j'écris mon plan d'entraînement. » Et ben peut-être que grâce à ça, vous allez vous dire « Ah, est-ce que volume, intensité et fréquence, il n'y a pas quelque chose à trifouiller ?» Je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Merci beaucoup, Johan, pour ton temps. On peut retrouver Johan dans son bouquin, Manuel ultime de muscu. Et sinon, on te retrouve où ? Sur Instagram, avec mon nom et prénom, du coup, johan.albc, donc c'est simplement mon nom, prénom. Et voilà, et puis je répondrai aussi aux questions dans la vidéo. Si mettez-les dans les commentaires, si vous voulez. Avec plaisir. On essaiera d'y répondre dans la mesure de ses moyens. Merci beaucoup. Merci Olivier.